La communication stratégique des Nations Unies au Mali au cœur d'un atelier ouvert ce matin, occasion pour les participants d'enrichir leurs connaissances sur les droits de l'homme au Mali et les mécanismes de réussite d'une transition. Première mission gouvernementale à Gao, rencontre avec les populations et les troupes en faction, discussions sur les prochaines échéances de juillet 2013 ont été les temps forts de cette mission. Le marché de Caille ravagé par un incendie, le hangar Johnny complètement détruit. On ne connaît pas pour le moment l'origine du drame. Une enquête a été ouverte. Les précisions dans ce journal avec notre correspondant sur place, Siaka Konati. Bienvenue sur le RTM, mesdames et messieurs, bonsoir. Chose promise, chose due, l'association malienne dénommée La Dynamique des Foyers de France a remis ce matin au président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, plus de 18 millions de francs CFA comme contribution à l'effort de guerre. Un montant collecté partout en France auprès de Maliens vivant dans les foyers. Des Sissoko, reportage. Une trentaine de foyers de Maliens de France regroupés au sein d'une association dénommée La Dynamique des délégués maliens des foyers en Île-de-France viennent de remettre au président de la République par intérim 27 810 €, soit 18 242 160 francs CFA pour soutenir l'armée en cette période difficile. Nous sommes conscients de la gravité de la crise que traverse notre pays. Donc, il était aussi de notre devoir de participer à l'effort national pour effectivement aider nos forces de défense et de sécurité pour effectivement assurer leur mission régalienne et effectivement accompagner le président dans sa mission pour effectivement organiser les élections transparentes, crédibles et incontestables. Donc les Maliens qui vivent dans les foyers, la grande majorité, se sont mobilisés. Le foyer des Maliens de Montreuil, à lui seul, a contribué jusqu'à hauteur de 12 000 €, soit 7 800 000 francs CFA. L'association La Dynamique des délégués maliens des foyers en Île-de-France, née en 2004, a pour autre mission de défendre les intérêts des Maliens, servir d'interface entre le consulat général du Mali en France et la population malienne en vue de l'amélioration des conditions de vie. L'association sensibilise aussi les Maliens de France sur leurs droits et devoirs. Séance de travail entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchemaïber Koulibaly, et une délégation des Émirats arabes unis. Une rencontre qui a permis aux deux délégations de faire le point de l'évolution de la situation politique et sécuritaire au Mali. Cette visite de responsables émiratis au Mali fait suite à celle effectuée par le ministre Koulibaly à Abu Dhabi du 8 au 11 mars dernier. Voilà, la séance de travail entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchemaïber Koulibaly, et une délégation des Émirats arabes unis. Une rencontre qui a permis aux deux délégations de faire le point de l'évolution de la situation politique et sécuritaire au Mali. La communication stratégique des Nations Unies au Mali, c'est le nom du document soumis à l'analyse des organisations non gouvernementales, de la société civile, des hommes de médias et des services techniques de l'État. Les participants à la rencontre de 2 jours sont appelés à enrichir le document pour la promotion du droit de l'homme au Mali et la réussite de la transition. Adama Kodjo nous en parle. Le document soumis à l'analyse des acteurs au développement du pays dévoile la communication stratégique des Nations Unies pour le Mali. Il s'agit d'accompagner le processus politique au Mali afin de promouvoir l'état de droit dans le pays. Les grandes lignes du document, c'est plus de proximité, c'est plus de prise en compte de la dimension culturelle ici, mais aussi une communication qui est basée sur les réalités du pays. Dans un rapport soumis récemment au Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations Unies a recommandé la mise en place d'une opération de stabilisation au Mali.
La stratégie en cours d'élaboration devrait être aussi assez flexible pour tenir compte de cette évolution. Pour le renforcement des potentialités et canons d'information, le document élaboré par des agences, fonds et programmes des Nations Unies au Mali peint le paysage médiatique du pays. Dans un contexte de crise, la communication a une place essentielle car elle permet de mieux expliquer les actions, mieux véhiculer les informations et forger les opinions dans un sens positif. Elle nous permet d'agir dans la synergie, dans l'anticipation et la prospective. C'est là toute la place et l'importance de l'interaction, de la coopération entre l'État, les partenaires techniques et financiers, les partenaires sociaux et les médias. L'Union africaine, par la voix du général Jean-Michel Mokoko, conseiller spécial du président Pierre Buyoya, chef de la MISMA, se félicite de la réalisation du document qui prend en compte la situation actuelle du Mali. Et nous avons ce communiqué de presse. La première dame du Mali, Traoré Mintou Doucouré, accueille demain, jeudi 28 mars 2013, la première dame du Nigeria, Madame Patience Jonathan Goodluck, présidente en exercice de la mission de paix de l'Organisation des premières dames d'Afrique et de la Sierra Leone, Madame Alicia Nyama Koroma. Les deux personnalités viennent, au nom de la mission de paix de l'Organisation des premières dames d'Afrique, remettre un don composé de vivres à la première dame du Mali pour les populations déplacées et réfugiées des régions en guerre du Mali. Et vous aurez cette visite dans nos éditions de demain. La relève de la force Serval à Ménaka a été assurée par celle de la MISMA. C'est l'une des informations essentielles que l'on peut retenir de la traditionnelle conférence de presse de la MISMA tenue ce matin ici à Bamako. Moussa Fane, les détails. À travers cette conférence de presse, le porte-parole de la mission internationale de soutien au Mali MISMA a voulu informer l'opinion nationale et internationale sur les opérations de la force de la MISMA au Mali. La relève de la force Serval vient d'être assurée par celle de la MISMA à Ménaka. La mission internationale de soutien au Mali, MISMA, consciente de cette situation, continue de redéployer ses troupes selon les directives conjointes de coordination opération numéro 2. Ainsi, les éléments de la force Serval qui sécurisaient la ville de Ménaka et ses environs viennent d'être relevés par une partie des éléments de la MISMA basée à Gao. D'autres relèves sont en cours de planification afin de permettre à Serval de disposer d'assez d'hommes. Au cours de ce point de presse, il a été question de déploiement de la force des Nations Unies dans notre pays. Vous savez que l'ONU, c'est le maintien de la paix. Ils viennent pour pacifier. Mais nous, pour le moment, nous ne sommes pas en paix. Nous avons encore beaucoup de poches de résistance qu'il faut neutraliser et éliminer. Donc si l'ONU vient, l'ONU doit pouvoir nous aider à faire cela. Donc les chefs d'état-major, dans la réunion qui s'est tenue à Yamoussoukro hier, ont demandé au secrétaire général que cette mission de l'ONU soit passée d'abord sous le chapitre 7, mais que ce soit vraiment bien corsé afin que nous puissions faire face à ces ennemis qui sont là. Le porte-parole a également informé les hommes des médias que la MISMA s'apprête à amener les journalistes maliens sur le terrain des opérations pour la couverture médiatique. À Tombouctou, l'armée malienne est à pied d'œuvre. Elle poursuit ses opérations de ratissage. Par exemple, à Diré, les jeunes ont arrêté une dizaine de terroristes et remis aux forces de sécurité. Adama Djimde et Chérif Moulay, nos envoyés spéciaux, nous en disent plus. Pour sécuriser les populations de la 6e région, le commandement militaire n'a pas lésiné sur les moyens logistiques. 4x4, jeeps et autres ambulances médicalisées sont mobilisées. À bord, des soldats déterminés à traquer l'ennemi. Ratissage dans la brousse aussi bien que dans les campements nomades. Nous sommes ici sur le site de Tintilout, à quelques kilomètres de Tombouctou. L'armée est venue pour 3 raisons. Premièrement, remercier la population de Diré qui agit dans le même sens que l'armée. Une autre démarche, c'est voir notre capacité d'intervention à partir de Tombouctou ou de Gounam. En combien de temps nous pouvons intervenir pour sécuriser davantage la zone de Diré et environnant. Et troisième, inviter la population. L'ennemi s'est éparpillé et s'attaque de façon générale aux commerçants.
lors des foires. Donc, que les gens voyagent avec le strict minimum, de ne pas amener tous leurs sous et pour éviter que d'autres éventuels braquages de ces bandits. Notre préoccupation, c'est toujours la sécurité. Il faut que ça soit renforcé de plus. C'est comme vous l'avez vu, hier soir, il y a eu des coupures de route. Donc c'est de ça que nous on craignait. Il y a des gens jusqu'à présent qui opèrent peut-être la nuit tardivement. À Diré, les forces maliennes ont été accueillies avec fierté pour la mission accomplie. Le maire a offert au nom des différentes communautés 500 000 francs pour manifester sa reconnaissance aux efforts de libération. C'est également à dire que les jeunes organisés en brigade d'autodéfense ont pu arrêter une dizaine de terroristes et remis aux forces de sécurité. Nous partons maintenant à Caille où c'est la désolation totale de la population, mais surtout des commerçants. Une partie du marché de la Cité des Rails a été ravagée hier soir par un incendie dont on ne connaît encore l'origine. Le hangar des tailleurs, connu sous le nom de Johnny Johnny, a été complètement détruit. Les pertes sont énormes, nous signale notre correspondant Siaka Konati. Des boutiques calcinées, des marchandises parties en fumée, c'est l'image que l'on retient du nouveau bloc du marché et du hangar de tailleurs appelé Johnny Johnny, situé en plein cœur du grand marché de Caille, ravagé par un incendie survenu dans la nuit du mardi au mercredi. Les pertes sont énormes, car estimées à des centaines de millions de francs CFA. Il y a ceux qui tentent de sauver ce qui peut l'être, ceux qui n'ont que leurs yeux pour pleurer devant l'ampleur des dégâts. C'est insupportable même. On ne peut même pas parler même. Il n'y a pas un commerçant aujourd'hui ici là qui peut respirer même. Tout le monde est cadavré. Tout le monde est mort. Au moment du passage de notre équipe de reportage, les éléments de la protection civile appuyés par ceux de la SECNA et de la gendarmerie nationale s'activaient pour maîtriser les feux. Ils ont d'abord arrêté la propagation du feu pour sauver les boutiques qui sont aux alentours avant de passer à la phase d'extinction. L'alerte a été donnée vers les coups de 3h37. Donc aussitôt, on a dépêché une équipe sur place pour essayer de maîtriser le feu. À leur arrivée, ils ont trouvé un grand feu. D'aussitôt, on a demandé le renfort de la SECNA pour qu'ils viennent nous appuyer. J'ai été appelé par le directeur régional de la police qui a eu un incendie déclaré au niveau du marché de Caille. De ce fait, j'ai mobilisé tous mes hommes pour que nous soyons là. Et de 3h50 jusqu'à 7h, nous sommes là par rapport à une intervention efficace avec la compagnie constante des populations et toutes les structures. Accès difficile au marché, absence de bouches et de poteaux d'incendie, les soldats du feu ont rencontré d'énormes difficultés pour venir à bout de l'incendie. Il n'y a pas d'accès au marché, il y a un problème d'hydrant au niveau du marché et les moyens de lutte contre l'incendie sont inexistants. Je pense que ça va être une occasion pour nous tous de nous réunir, c'est pourquoi le comité avec moi, de nous réunir, de rencontrer les opérateurs économiques et de voir rapidement qu'est-ce qu'on peut faire, à partir de ce sinistre-là, tirer les leçons et essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Une délégation du comité régional de crise, conduite par le gouverneur des régions, s'est rendue sur le lieu du sinistre pour exprimer la compassion des autorités aux victimes. Heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. On ignore pour le moment les causes de l'incendie, mais une enquête a été ouverte pour en déterminer l'origine. Et par rapport à cet incendie, le gouvernement présente à toutes les personnes ayant perdu des biens à l'occasion de ce sinistre sa vive compassion et s'engage à diligenter les enquêtes nécessaires afin d'en déterminer les causes et les conséquences. Le gouvernement précise qu'il n'est à déplorer aucune perte en vie humaine. Visite de terrain en 3e région d'une délégation du ministère de l'Artisanat et du Tourisme. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement du futur village artisanal et échanger avec les acteurs impliqués dans le secteur de l'artisanat et du tourisme en vue de la relance des activités dans la région. Daouda Diakiti. Première étape de cette visite de terrain, les sites du village artisanal de Sikasso situé sur la route nationale 7. Là, la délégation a pu constater de visu le démarrage du chantier qui couvre une superficie de 3 hectares. Les échanges avec les responsables de l'entreprise Baptiste SA chargée de la réalisation de l'infrastructure ont porté sur le niveau d'exécution des travaux, les difficultés liées à l'approvisionnement du chantier en eau. La délégation s'est ensuite rendue à Missirikoro pour une visite guidée des grottes, un lieu touristique chargé de mystères. Dans l'ensemble, ce que nous avons retenu,
c'est qu'il y a une soif de reprise ou de lance de ces activités artisanales, touristiques et d'hôtellerie, quand on sait que ces secteurs ont été lourdement frappés par la crise économique, sociopolitique que nous avons connue et que nous avons toujours, nous traversons toujours. Et je pense que le message fort, c'était de faire en sorte qu'il y ait une synergie d'action de l'ensemble des acteurs pour que rapidement on puisse sortir de cette impasse. La présente visite est la première d'une série qui devra concerner toutes les régions du pays. L'objectif est d'insuffler une nouvelle dynamique au secteur de l'artisanat et du tourisme qui connaissent une période de léthargie à cause de la crise politico-sécuritaire qui traverse le pays depuis janvier 2012. Ça y est, c'est fait. La toute première mission du gouvernement malien est arrivée à Gao le week-end dernier. Le ministre délégué en charge de la décentralisation est venu échanger avec les populations. Outre la situation sécuritaire, il a été beaucoup question des élections de juillet 2013, nous indiquent nos envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diarra et Massa Doumbia. De 2 mois après sa libération du joug des terroristes, la ville de Gao reçoit la toute première mission gouvernementale. Le ministre en charge de la décentralisation est venu échanger avec les populations de la cité des Esclias et saluer leur courage face au Moujao. Au cours d'une rencontre avec les cadres de concertation, des représentants des notables et des femmes, le gouverneur de la région a fait le point de la situation sociale et économique à la délégation ministérielle. Des activités administratives avec la présence effective de tous les préfets à mes côtés depuis le 18 mars dernier, il demeure cependant que les conditions de vie et de travail sont très précaires en raison de l'état de destruction totale de toutes les infrastructures publiques. Le chantier de reconstruction, de réconciliation et de la cohésion sociale est certes immense, mais pas au-dessus de nos capacités. Dans cette mission, le ministre est accompagné par la conseillère politique de l'état-major de l'opération Serval et le député de Bourema. Parlant de la situation sécuritaire, le ministre a invité les populations à collaborer avec les forces présentes. C'est la collaboration des populations qui peut aider les forces françaises, les forces tchadiennes, les forces du Mali à nettoyer convenablement la zone. Donc votre rôle est déterminant à ce niveau. Autre message fort à l'endroit des populations, c'est la réconciliation des cœurs et des esprits, ainsi que la tenue des élections de juillet 2013. En tant qu'État, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il faut qu'à un moment donné, on s'asseye, se dire toutes les vérités, et celui qui doit être jugé, qu'il soit jugé. Pardonner ne veut pas dire qu'il n'y a pas de justice. Nous estimons que si certaines conditions étaient satisfaites, au plus tard le 8 août, nous allons finir avec la transition. Et le député de Bourem d'ajouter qu'il faut respecter les droits de l'homme. Si vous connaissez des gens qui ont caché des armes quelque part, il faudrait que vous les dénonciez à l'autorité, mais que vous ne vous fassiez pas vous-même justice. Le ministre, avec sa délégation, s'est rendu chez le président de l'Assemblée régionale de Gao. Ici, il a présenté les condoléances du peuple malien à cette famille suite au décès de Alouata Oulbadi, 3e adjoint au maire de la commune rurale de Tarkinta. Il était le chef des Kunta qui a été enlevé par les terroristes et battu à mort. En 4e région, lancement des activités de Act Forum Mali qui regroupe 5 ONG internationales. Cette coalition entend désormais œuvrer dans l'humanitaire pour les populations victimes de la crise malienne. Candécila. ICO, Christian Aid, Diaconia, Lutheran World Relief et l'aide de l'église norvégienne. Ce sont 5 ONG internationales qui ont décidé de se faire connaître sous un seul nom de famille, Act Forum Mali. À travers cette alliance, les 5 partenaires entendent désormais œuvrer dans le domaine humanitaire au Mali. Il s'agit donc, à travers cette cérémonie de lancement de la plateforme, de lancer un appel acte auprès des partenaires pour répondre aux besoins de la population malienne en cette période de crise. Depuis le début de la crise actuelle au Mali en 2012, les membres de Act Forum Mali et leurs partenaires ont fait preuve d'ingéniosité et de créativité
afin de faire face aux besoins des populations en détresse. Des actions sont en cours pour mobiliser davantage de ressources permettant de réduire la souffrance des populations et leur permettre de faire face à leurs besoins et renforcer leur résilience. Ce partenariat a été matérialisé par la remise symbolique des dons composés de vivres aux populations déplacées se trouvant dans la région. Ce don de leur tout nouveau programme d'assistance alimentaire est destiné à 300 personnes déplacées. Ce programme confié à l'ONG Alphalog envisage également l'insertion socio-professionnelle de 30 chefs de ménage pour un coût global de 15 millions de francs CFA. Je fonde l'espoir que les appuis de cette alliance permettront de soulager un nombre important de personnes victimes des crises sécuritaires et alimentaires au Mali. Notons que les actions du Forum Acte Mali s'inscrivent dans le cadre d'une coalition de plus de 130 églises et organisations Acte Alliance. Un autre lancement dans ce journal, celui-ci s'est effectué à Kona. Il concerne les activités du projet Survie Kona PSK. Pour un coût global de 42 millions de francs CFA, ce projet apportera assistance à 2000 personnes de 3 villages de la commune. Moustapha Doumbia, compte rendu. Le projet Survie Kona est un projet d'urgence humanitaire en vue d'atténuer les impacts de la crise du Nord. Il est exécuté par l'ONG GRAT en partenariat avec Christian Aid. L'ONG GRAT, en partenariat avec Christian Aid, se sont engagés à appuyer les autorités communales à Kona à travers ce projet de réponse dénommé Projet Survie Kona. Le projet Survie Kona s'inscrit dans le cadre de l'appui d'urgence aux populations affectées des 3 villages Kona, Sama et Takutala. L'objectif du projet, c'est d'atteindre 2000 personnes des 3 villages à travers la dotation en vivres et non-vivres. L'ONG Gratte, alors, n'est pas à sa première fois. La fois passée, elle est venue nous faire des dons alors aux déplacés. Nous les remercions amplement. Le coût global de l'opération est de 42 millions de francs CFA. Durant un mois, il sera mis à la disposition des bénéficiaires 26 tonnes de riz et 500 kits humanitaires. Je ne doute point qu'à travers ce projet, il s'agira de soulager les souffrances et de réduire le niveau de vulnérabilité des populations affectées suite aux affrontements armés dans la zone de Kona. L'ONG Groupe de recherche et d'application technique GRAT intervient dans la commune de Kona depuis une dizaine d'années, une collaboration que la représentation de Mopti entend renforcer. Amélioration de la sécurité alimentaire et l'augmentation des revenus des femmes de l'ONG Action contre la pauvreté et la maladie ACPM, c'est le nom du projet qui vient d'être lancé à Sanankoroba au profit des populations de 8 villages de la commune rurale de Sanankoroba. Envoyé spécial Youssouf Diarra, Moïse Traoré. Dans 2 ans, plus de 10 000 habitants de Sanankoroba verront leurs conditions de vie améliorées. Il revient au premier adjoint du maire de la commune rurale de transmettre la gratitude des populations des 26 villages de l'arrondissement général et de ceux des 8 villages d'intervention du nouveau projet en particulier. Les villages de Sisina, Nyanfalan, Tadjana et Tabala pour l'installation des plateformes multifonctionnelles. Les villages de Ntabakoro, Turela, Konyobla et Satnabougou pour l'aménagement des périmètres maraîchers. Le sous-préfet Djakité Ibrahima préside la cérémonie de lancement du projet Amélioration de la sécurité alimentaire et l'augmentation des revenus des femmes. Il est expliqué à l'administrateur civil que, avant la fin de la période de 2 ans, le projet de 132 millions devra réaliser un certain nombre d'équipements et d'activités. 4 sites maraîchers d'1 hectare chacun, installer 4 sites de plateformes multifonctionnelles pour la transformation des bâtiments de qualité, et chaque site va couvrir une superficie de 300 mètres carrés. Renforcer les capacités de 160 femmes en matière technique, mais aussi en gestion et en commercialisation des produits de leur activité. Au nom des partenaires techniques et financiers, Hugo Gimbernat Guérin de Conemundo, Espagne, a laissé entendre qu'il s'agit du début d'un long partenariat. Après le porte-parole du chef de village, la maraîchère Fatmata Doumbia, au nom des femmes, a donc jugé l'action comme salvatrice.
Demain, jeudi 28 mars, et ce jusqu'au 24 avril 2013, s'ouvre la première session de la Cour d'assises de Bamako au titre de 2013. 110 affaires sont au rôle. Ce sont des cas de meurtre, de vol et d'assassinat. Toutes les catégories d'infractions sont concernées et tous les accusés sont des détenus. Pour plus de précisions, écoutons l'avocat général près la Cour d'appel de Bamako, Idrissa Arizo Maïga, est au micro de Sira Bachili. À cette session sont prévues plusieurs affaires de différents genres. C'est toujours les affaires d'atteinte à la vie de la personne, notamment les meurtres, les coups mortels, les assassinats, infanticides, empoisonnement et souvent la complicité de ces infractions qui prennent le pas sur les autres. Au titre de ces infractions, nous avons dénombré 42 affaires. Après ces infractions viennent les infractions contre les biens, les vols qualifiés avec des infractions qui les sont connexes, notamment les associations de malfaiteurs et puis les infractions voisines comme les extorsions. Après viennent les infractions contre les mœurs. Et là, il y a la prédominance notoire des cas de pédophilie et de viol, comme toujours. Quelques cas d'attentat à la pudeur. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette session par rapport aux autres? La spécificité de cette session tient au fait qu'elle est exclusivement consacrée aux détenus. Il n'y a que des dossiers de détenus qui passent, même si c'est vrai que quelquefois, nous avons des accusés détenus qui ont, ce qu'on appelle les co-accusés en liberté. Et ça, c'est des cas extrêmement rares pour lesquels les ordonnances de prise de corps sont pratiquement exécutées. Donc cette session est spécifiquement une session de détenus. C'est ce qui explique le nombre de dossiers. 110 dossiers dans une session d'assises, c'est beaucoup d'affaires. Voilà, la première session de la Cour d'assises de Bamako qui s'ouvre demain. Les élections générales de 2013 auront lieu à la date prévue. L'annonce a été faite à la faveur de la deuxième édition du comité de pilotage du projet d'appui au processus électoral au Mali. Youssouf Diakité, compte rendu. Ce comité de pilotage du projet d'appui au processus électoral au Mali fait le point des activités du projet. Plusieurs questions sont débattues au cours de cette réunion. Il s'agit notamment de l'état d'avancement des préparatifs, le chronogramme des élections, le fichier électoral, le budget et la participation particulièrement des personnes déplacées. Les partenaires techniques et financiers se disent prêts à accompagner le Mali pour l'organisation de bonnes élections et à la date prévue. La première chose, c'est l'adoption le 29 janvier de la feuille de route par l'Assemblée. La deuxième chose, c'est l'élaboration de l'avant-projet de chronogramme des élections fixant le premier tour de l'élection présidentielle au dimanche 7 juillet. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire reste ferme sur la date proposée, mais en appelle à l'engagement de tous pour le respect de ces calendriers. Pour gagner et réussir de bonnes élections, c'est maintenant que nous devons poser les actes appropriés qui doivent nous permettre d'avoir les bonnes élections. Les bonnes élections, ce ne sera pas seulement au mois de juillet, c'est maintenant. Tout ce que nous faisons comme préparation en termes de formation, en termes de logistique, en termes de sensibilisation, d'éducation, de concertation avec les partis politiques, la société civile, c'est cet ensemble d'actions qui doivent nous permettre d'arriver à des élections libres, à des élections crédibles, à des élections transparentes. Les défis sont immenses. Le délai est très court. Dans la feuille de route qui a été adoptée par l'Assemblée nationale à l'unanimité, nous avons fixé les délais pour les élections au mois de juillet. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement du Mali et les partenaires techniques et financiers mettent un accent sur la dynamisation des rencontres avec les acteurs, et notamment les acteurs politiques. Et le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire informe les partis politiques que la rencontre initialement prévue ce jeudi 28 mars 2013 à 10h au gouvernorat du district est reportée à une date ultérieure.
Première session ordinaire 2013 du Conseil du district de Bamako. Il a été surtout question du rapport d'activité 2012 et plusieurs recommandations relatives aux besoins de la mairie du district dans le domaine des finances et des lots à usage d'habitation, entre autres. Mahamadou Doumbia. Le rapport d'activité 2012 des services de la mairie du district de Bamako, l'exécution des recommandations issues de la 4e session ordinaire 2012 du conseil du district relative à la création de nouvelles taxes, l'élaboration des besoins de la mairie en parcelles à usage d'habitation et la création d'une commission de suivi sont entre autres les thèmes retenus au cours de cette première session ordinaire du conseil du district de Bamako. En 2012, l'insuffisance des ressources s'est cumulé avec la crise sécuritaire et institutionnelle et nous avait obligé à revoir à la baisse le programme de balayage et de curage des canalisations pour l'année 2013. Dans le souci de trouver toutes les voies pour honorer donc nos engagements, le bureau du conseil a initié des rencontres, comme je le disais tantôt, au niveau de toutes les chancelleries, voir concrètement comment ils peuvent venir en aide à la ville de Bamako. Des promesses ont été données, mais toutes s'accordent à dire qu'il faut nécessairement prendre en compte les besoins, mais attendre que les élections aient lieu pour qu'ils puissent effectivement prendre des engagements pour satisfaire les différentes doléances. Au cours de cette session ordinaire, une délégation de l'association des Maliens vivant à Strasbourg, dénommée Faso Kanou et conduite par Sarandiaï, a remis au maire du district la somme de 1 500 000 francs CFA pour soutien à notre armée nationale. Pose de la première pierre de la cité de l'association malienne des rapatriés de la Côte d'Ivoire à Moutougoula. Ce projet initié par Qatar Charity et Vibon est estimé à plus de 226 millions de francs CFA. Rachel Tessougué nous en parle. Les ONG humanitaires Qatar Charity et Vibon ont procédé à la pose de la première pierre de la cité de l'association des Maliennes rapatriées de la Côte d'Ivoire. Cette cité sera constituée de 50 logements sociaux, d'une école, d'un centre de santé, d'une adduction d'eau pour les femmes, le tout pour un coût total de plus de 226 millions de francs CFA. Cette réalisation répondra aux besoins d'une frange de la population qui a regagné le Mali suite aux événements sociopolitiques que la Côte d'Ivoire a connus. C'est des femmes qui n'ont pas de logement, c'est des femmes qui sont venues au Mali dans des conditions extrêmement difficiles. L'objectif premier, c'est vraiment d'améliorer les conditions de vie d'abord des femmes. D'ici 2 ans, tout le monde aura envie de venir vivre ici. Parce que nous allons faire une jolie cité où il fait bon vivre. Ces hommes et femmes, ce sont eux qui ont le plus besoin d'un environnement protégé et bien géré dans un souci de développement durable, car leur survie et leur développement en dépendent. L'association des Maliennes rapatriées de la Côte d'Ivoire estime que la construction de cette cité contribuera à améliorer leurs conditions de vie. Et le problème primordial même de toutes ces femmes était d'avoir à chacune un toit. Si aujourd'hui, par l'appui d'une ONG de la place pour nous libérer de ces jours, je pense que c'est une très bonne chose pour nous et ça ne va que dans le positif. Qatar Charity et Vibon œuvrent auprès des populations pour apporter une solution aux différents problèmes auxquels elles sont confrontées. Nous poursuivons ce journal par ce drame qui s'est passé hier à Wolofobougou, Bolibana. Un conducteur, à la suite d'un accident, a malheureusement donné la mort à 3 enfants et en a blessé 5. Une enquête a été ouverte à l'occasion, nous informe le gouverneur du district de Bamako qui s'est rendu dans les familles des victimes au service des urgences du CHU Gabriel Touré. Fademba Keita a suivi la visite. L'accident qui s'est produit ce mardi 26 mars 2013 va longtemps marquer les esprits des habitants de la commune 3 du district de Bamako. Le conducteur de 20 ans aurait perdu le contrôle de sa Toyota Corolla au moment où il descendait l'échangeur qui mène au boulevard de l'Indépendance. Selon l'officier de police qui était sur place, l'accident serait dû à un excès de vitesse. Le bilan est lourd, 3 morts sur le coup et 4 blessés graves. Vers 22h30 hier soir, on nous a appelé qu'il y a eu un accident au chemin des Grottes. Au fait, d'après le chauffeur,
Ils quittaient Dar Salam pour aller chez eux à Badalabougou. Ben, à la descente de l'échangeur, suite à une défense de frein, il a perdu le contrôle de son engin. Ainsi, il a percuté 7 filles, dont un garçon aussi, qui font 8 personnes sur la terre pleine. Les autorités du site de Bamako se sont rendues sur place pour présenter les condoléances du gouvernement aux familles des victimes, puis à l'hôpital Gabriel Touré pour souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Au nom de toutes les populations du district de Bamako, du conseil municipal, je voudrais souhaiter transmettre d'abord les vœux, les condoléances les plus attristées, les vœux de prompt rétablissement aux 4 malades graves que nous venons de visiter. On n'a pas encore tous les détails de l'accident, mais quand nous savons que c'est un enfant de 20 ans qui est sorti avec la voiture et qui a perdu le contrôle pour aller au-delà de l'interplein central, écraser 3 enfants, blesser 3 autres, ça veut dire que ça pouvait être encore pire. Nous sommes très choqués, très touchés par ce que nous avons constaté. Chacun de nous se trouve donc interpellé et mis devant ses responsabilités. Parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas la faute d'aucun diront que c'est à la notaire. C'est notre faute. Il faut qu'on se mette en cause. Quand vous circulez à une certaine vitesse dans la ville et que le véhicule vous échappe, vous êtes responsable de tout ce qui arrive. Sous le choc, la population qui n'a pu se contenir a mis le feu au véhicule. En attendant d'être présenté devant un juge du tribunal de première instance de Bamako, le chauffeur est en garde à vue au commissariat du 2e arrondissement de Bamako. Sport football CAN Junior Algérie 2013. Pour la 4e fois, vous l'avez suivi hier, le Mali s'est incliné en demi-finale dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations Juniors. C'était face au Ghana lors des séances des tirs au but. Nos envoyés spéciaux à Oran, Ousmane Dao et Mamadou Sidibé reviennent sur ce 4e demi-finale. Rien à dire dans cette demi-finale que le mot regret, car l'équipe malienne a maîtrisé son sujet du début à la fin. Conquérante, volontaire, généreux, le Mali a livré certainement son meilleur match depuis le début du tournoi. Mais, hélas, car les jeunes de Moussa Keita Doukoutiki ont perdu face à une formation ghanéenne qui a eu la baraka dans la séance des tirs au but. Cette chance, toujours indispensable dans le football, on peut dire que les dieux du stade n'étaient pas encore maliens une nouvelle fois en demi-finale d'une compétition de football. Maintenant, l'heure est à la remobilisation des troupes, puisque la défaite a laissé des traces au sein du groupe Mali, mais pourtant, légitime l'était notre ambition d'aller chercher le trophée de cette 18e édition due à la mentalité et à l'ambiance dans cette cuvée 2013 ici en Algérie. Pour cette nouvelle génération, il reste une dernière bataille à livrer contre le Nigeria pour au moins accrocher une médaille autour du cou. En tout cas, c'est possible, même si la perte de la demi-finale restera dans la gorge comme une arête de poisson. Sur ce, prend fin ce journal. Merci de votre constante fidélité. Aoué Touré sera là demain pour la grande édition. Rejoignez-nous également sur notre site web www.ortm.ml. Grand merci à vous qui nous suivez de Gao, Tombouctou et Kidal. C'est au nord du Mali. Bonsoir et passez d'excellents moments de télévision en notre compagnie. Bonsoir à tous.